Les formations géométriques, qui ne pouvaient en aucun cas être des phénomènes naturels se main-buriner, agrippèrent la rambarde alors qu'une rafale de vent balayait le flanc de la montagne. 20 ans passés dans les forces spéciales 7. Une formation environnementale lui avait appris à se fier à son instinct. Quelque chose n'allait vraiment pas. Son téléphone satellite vibra. Seules 5 personnes avaient ce numéro et aucune n'appelait sans raison valable. Elle porta l'appareil à son oreille. « Santos, ils sont là. » La voix du général Horry grésilla à travers les parasites, confirmant des vaisseaux extraterrestres en orbite, au moins 30 navires. Le Conseil de sécurité Esten réunion. Suni ferma brièvement les yeux. Combien de temps? Les premiers engins de débarquement ont été détectés il y a 30 minutes. Plusieurs sites d'atterrissage dans le Sahara, l'Himalaya Esten approche du Brésil. Ce n'est pas une mission diplomatique, Suni. Nous avons besoin de vous. Elle regarda un aigle planer sous sa position. Compris. Je contacte l'ancien réseau. Le commandant en chef Vex observa la carte du terrain du monde primitif, désignée comme cible 3. Ses 6 yeux ambrés clignèrent à l'unisson, tandis que les données affluaient dans ses implants neuronaux. Il se redressa. Rapport. Directeur. De guerre. Sol s'avança, sa peau vert argenté reflétant la lumière de panneaux d'éclairage du centre de commandement. L'équipe de reconnaissance Alpha s'est déployée avec succès dans la grande région désertique. L'équipe de reconnaissance Beta a atteint la chaîne de montagnes élevées. Les 2 équipes signalent DES, signature technologique primitive compatible avec les civilisations préspatiales. La résistance devrait être minime, répondit Salia. Leurs armes sont des projectiles chimiques et des explosifs rudimentaires. Les augmentations de nos guerriers dépassent leur capacité offensive de plusieurs ordres de grandeur. Vex fit un geste dédaigneux avec une main à 4 doigts. Commencez l'évaluation des ressources et établissez les zones d'atterrissage principales pour la force principale. Je veux que des centres de contrôle soient établis dans les 2 rotations planétaires. Un officier des communications interrompit le commandant en chef. Nous avons une anomalie avec l'équipe de reconnaissance Alpha. Vex se retourna. Expliquez-moi. Leurs signes vitaux se déstabilisent. Les 6 guerriers signalent des irrégularités dans leurs augmentations 7, une dégradation de leur performance. Salia se dirigea vers la console pour examiner les données entrantes avec une inquiétude croissante. Cela ne peut pas être correct. Leur température centrale dépasse les paramètres de sécurité. La voix de Vex se fit plus aiguë. Aucun engagement signalé par les indigènes. L'officier a menti dans son rapport. Ils n'ont rencontré aucune résistance. Les crêtes de la gorge de Vex vibrèrent d'irritation. Dysfonctionnement de l'équipement. Déployer une équipe secondaire avec des protocoles de protection renforcés. Une nouvelle alerte retentit dans la salle de commandement. L'équipe de reconnaissance Beta signale également une défaillance critique des systèmes. Les augmentations respiratoires sont hors service. 3 guerriers ne répondent plus. Salia examina les relevés avec une inquiétude croissante. « Hi, commandant. Les 2 équipes subissent des défaillances physiologiques complètement différentes, mais aucune n'a engagé le combat. C'est impossible. » Vex rejeta cette hypothèse. Nos guerriers sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles dans tous les environnements. Salia hésita, tous les environnements sur Valaria et nos précédentes planètes de conquête. Cette planète présente des variations environnementales inhabituelles. Suggérez-vous que nos forces d'élite sont vaincues par les conditions météorologiques? La voix de Vex avait des accents dangereux. Je suggère simplement que nous recueillions davantage de données avant d'engager notre force principale. Vex étudia l'image de la planète qui tournait lentement sur l'écran. Déployer des équipes supplémentaires dans les régions modérées. Je veux des réponses, pas des excuses, d'excuses. Le docteur Elijah Frost essuya la condensation sur ses instruments à l'intérieur de la station de recherche antarctique. La température extérieure était de 45 degrés Celsius, mais les couches thermiques qu'il portait lui donnaient l'impression d'être une seconde peau après des décennies passées dans ces conditions. Son système de communication émit un signal crypté, un protocole qu'il n'avait pas vu depuis ses jours de consultant militaire. Le message était bref,
Invasion en cours. Votre expertise est requise. Faiblesse environnementale observée. Contact sécurisé. Canal 5. Elijah afficha des images satellites montrant des signatures thermiques inhabituelles dans le Sahara. Pas des décharges d'armes, plutôt des systèmes technologiques en surchauffe. Quels que soient ses envahisseurs, il ne s'en sortait pas bien dans le désert. Il établit une connexion sécurisée. Frost, ici, envoyait les paquets de données sur les vulnérabilités observées. La voix qui répondit était celle de Sunny Santos. « Elijah, content de vous entendre, vous avez survécu à la retraite vous aussi. » Il ajusta son équipement thermique. Il l'avait mis en service le mois dernier. « Qu'est-ce que je vois des extraterrestres tomber du ciel et s'écrouler aussitôt? Nous avons observé des équipes dans le Sahara et dans l'Himalaya qui ont toutes subi des défaillances catastrophiques. Les symptômes sont différents, mais les résultats similaires. » Elijah étudia les relevés thermiques. Leurs signatures thermiques ne correspondent pas à l'environnement. C'est comme s'ils n'avaient aucune capacité de régulation thermique. C'est notre hypothèse. Je contacte tous les spécialistes de l'environnement. Amaracor a déjà signalé avoir vu une patrouille s'effondrer sous la chaleur du Sahara. Il plissa les yeux pour regarder les données défiler sur son écran. Une espèce capable de traverser l'espace interstellaire, mais incapable de supporter un peu de mauvais temps? La Terre n'est pas un peu de mauvais temps, Elijah Sunny répondit. C'est l'une des planètes les plus diversifiées sur le plan environnemental dans notre voisinage solaire. Et s'ils avaient évolué dans un endroit stable? Elijah réfléchit à cette possibilité. Dans ce cas, ils auraient mis en place une ingénierie pour de capacités naturelles, des systèmes spécialisés plutôt que flexibles. Exactement. Les systèmes spécialisés échouent lorsque les conditions dépassent leurs paramètres. Je vais surveiller leurs mouvements à partir des données satellitaires. S'ils sont vulnérables aux conditions environnementales extrêmes, alors la Terre elle-même devient notre première ligne de défense, conclut Sunny. Je coordonne avec Hiroshi au Népal. Son équipe suit déjà leurs échecs dans les montagnes. Elijah commença à tracer les modèles météorologiques par rapport au site d'atterrissage des extraterrestres. Ils évitent complètement les pôles et regardez, ils établissent des bases plus importantes uniquement dans les zones tempérées avec variations saisonnières minimales. C'est notre avantage, dit Sunny. Ils ne connaissent pas la Terre, contrairement à nous. Tandis qu'Elijah travaillait, il se rendit compte que l'humanité pourrait avoir un avantage inattendu contre ses envahisseurs technologiquement supérieurs. Les conditions difficiles, qui avaient forgé la résilience humaine au fil des millénaires, pourraient s'avérer être leur meilleure arme contre un ennemi qui n'avait jamais eu besoin de s'adapter à des environnements changeants. Le bio-ingénieur, Méo, était penché sur la table d'examen. Le cadavre d'un guerrier Varkari défilait devant lui. La peau, autrefois rouge vif du guerrier, avait trouillé jusqu'à devenir brune et son système respiratoire amélioré était exposé à travers une incision, précise dans sa cavité thoracique. Miro toucha un panneau de contrôle enregistrant « Résultat de l'autopsie du sujet de l'équipe Scout Alpha, cause du décès, défaillance catastrophique multivaisseau provoquée par une surcharge thermique externe. » Il a focalisé ses implants oculaires pour identifier les structures cellulaires. Les nœuds de régulation thermique des sujets montrent une brûlure complète, contrairement au sujet précédent. Cela aurait dû déclencher de mesures de refroidissement d'urgence, mais elles se sont avérées inutiles face aux températures extrêmes du désert. Miro s'est déplacé vers la table d'examen suivante, où gisaient 3 guerriers de l'équipe de montagne. Les victimes de l'équipe de montagne présentent le problème inverse. Leur système respiratoire amélioré était incapable d'extraire suffisamment d'oxygène de l'air raréfié, ce qui a entraîné une hypoxie et un arrêt neural. Il s'est interrompu lorsque la porte du laboratoire est ouverte dans un sifflement. La directrice de guerre Salia est entrée, sa peau vert argentée semblant presque pâle sous les lumières crues. Salia a examiné les corps. Vos conclusions. Ces guerriers sont morts parce que leur corps ne supportait pas les conditions environnementales de la Terre.
Miro a répondu « Nos soldats les plus élites sont échoués à cause de l'air et du soleil. » Le commandant en chef Vex n'acceptera pas cette explication. Miro désigna les cadavres. Les preuves parlent d'elles-mêmes. 9 guerriers morts, aucun ennemi. Salia s'approcha pour examiner l'écran de diagnostic. Comment les indigènes peuvent-ils survivre dans ces conditions? Leur biologie a évolué ici, expliqua Miro. Leur système respiratoire compense naturellement les changements d'altitude, la pigmentation de leur peau les protège contre le rayonnement solaire et leurs glandes sudoripares refroidissent leur corps lorsqu'il fait chaud. Simple mais efficace, murmura Salia. J'ai besoin de sujets vivants, sujets humains vivants pour étudier. Méo dit que leur capacité d'adaptation pourrait apporter des solutions pour nos guerriers. Les yeux de Salia se plissèrent. Suggérez-vous que nous apprenions de ces primitifs? Je suggère que nous survivions à ce camp. Douleur. Amaraka s'accroupit, derrière une dune de sable, son corps parfaitement immobile dans la chaleur étouffante. La température avait atteint 48 degrés, mais ses vêtements amples et de sa longue expérience du désert la rendaient insupportable. À travers ses jumelles, elle observait les patrouilles extraterrestres qui avançaient péniblement dans le sable. Ils se déplaçaient lentement, leur corps blindé manifestement inadapté au terrain. Toutes les quelques minutes, ils s'arrêtaient pour régler leur combinaison environnementale qui semblait ne pas résister à la chaleur accablante. Amara changea de position silencieusement, glissant vers l'arrière de la dune où l'attendait sa petite équipe de 3 guerriers qui montraient tous des signes de stress thermique. Leur système de refroidissement était en surcharge, lui dit Tar, son second acquiesça comme les autres. Pire qu'hier, répondit-elle. Ils ont un meilleur équipement, mais le résultat est le même. Ils ne peuvent pas supporter notre désert. Elle sortit une tablette sur laquelle elle avait enregistré ses observations afin de les transmettre au réseau SON. Les extraterrestres avaient atterri près du village 2 jours auparavant et établi un petit avant-poste près d'une oasis. Leur première patrouille s'était effondrée en quelques heures. Ce deuxième groupe ne tiendrait pas longtemps. Amara désigna la crête orientale. « Nous les suivrons à distance. Quand ils tomberont, nous prendrons leurs armes. » Son équipe acquiesça. Ils avaient déjà récupéré la technologie des extraterrestres tombés au combat, d'étranges armes, qui réagissaient au toucher des extraterrestres mais pas à celui des humains. Cependant, il était plus important de comprendre l'ennemi que de s'armer. La patrouille poursuivit sa progression laborieuse à travers les dunes. Un guerrier trébucha et tomba à genoux. Les autres l'aidèrent à se relever, mais leurs mouvements devenaient de plus en plus mal coordonnés. Tark jeta un coup d'œil à Amara. « Devions-nous attaquer ?» Elle secoua la tête. « Le soleil fera notre travail. Pourquoi risquer nos vies alors que le dessert se bat pour nous ?» En moins de 20 minutes, les 3 extraterrestres gisaient immobiles sur le sable. L'équipe d'Amara s'approcha prudemment, à la recherche de signes de vie. 2 étaient maintenant morts, leur système de refroidissement complètement défaillant. Le 3e était encore en vie, mais à peine. Amara examina l'extraterrestre survivant. Sa peau cramoisie était devenue presque noire à cause du stress thermique et sa respiration était haletante. La créature ouvrit ses yeux, disposés en diagonale, et la fixa. Amara s'agenouilla à côté de lui. « Votre peuple a choisi le mauvais monde à envahir. » L'extraterrestre émit un son guttural, les crêtes de sa gorge vibrant, puis il resta immobile. Tar commença à rassembler les armes des extraterrestres. « En enverront-ils d'autres ?» « Oui, » répondit Amara, « mais ils échoueront tout comme eux. » Elle activa son téléphone satellite. « Commandant Santos, une autre patrouille a été détruite. Le déserteur reste notre plus grande menace, allié. » Le commandant, en chef Vex, se tenait devant l'écran stratégique, observant les indicateurs rouges apparaître à la surface de la planète. La directrice des opérations militaires, Salia, entra dans le centre de commandement. 27 guerriers supplémentaires ont été perdus au cours du dernier cycle planétaire, commandant en chef. Les pertes continuent de s'accumuler sans engagement significatif de l'ennemi. Vex frappa du poing sur la console.
C'est impossible, les indigènes ont des armes primitives. Aucune capacité spatiale est une technologie limitée. Comment peuvent-ils nous vaincre? Ils ne nous vaincront pas, répondit Salia, lassé de répéter ce point à son commandant obstiné. L'environnement est inacceptable, grogna Vex. Nous sommes l'Empire Valkyrie. Nous avons conquis des mondes à travers 3 galaxies. Nous n'allons pas nous arrêter maintenant. Elle apporta une carte détaillée. Le bio-ingénieur Mirror a terminé son analyse. Le problème est plus complexe que nous ne le pensions initialement. Cette planète compte plus de 20 zones climatiques majeures et de centaines de microclimats. Les variations de température entre les régions peuvent dépasser 100 degrés et les différences de pression atmosphérique seraient suffisantes pour écraser ou faire exploser la plupart des espèces. Et pourtant, les humains survivent dans toutes ces zones car ils ont évolué ici, expliqua Da. Leur corps s'est naturellement adapté à ces variations. Nos augmentations guerrières ont été conçues pour offrir un avantage au combat, pas pour résister à des conditions environnementales extrêmes, rétorqua Vexus. Les crêtes de la route vibraient de colère. Alors, nous évitons les conditions extrêmes 7, établir nos bases dans des zones stables avant de nous étendre à partir de là. Les indigènes semblent organiser une résistance basée sur nos faiblesses environnementales. San a noté que nous avons détecté des modèles de communication suggérant qu'ils ciblent spécifiquement nos patrouilles avec des tactiques environnementales. Ils nous poussent dans des zones mortelles, Vex a compris. C'est astucieux. Miro a demandé la permission de capturer des sujets humains vivants pour les étudier. Comprendre leur capacité d'adaptation pourrait nous aider à développer des contre-mesures. Vex contempla l'écran stratégique où de vastes sections de la planète brillaient en rouge. Les zones désormais jugées trop dangereuses pour le déploiement des Valaries, il se tourna vers Salia pour autoriser l'opération de capture. Je veux des humains provenant de différentes régions climatiques. Nous devons comprendre comment ils survivent dans ces conditions et notre plan de bataille actuel consiste à concentrer nos forces dans les zones tempérées, à établir un contrôle ferme là-bas avant de tenter une nouvelle expansion et d'augmenter la surveillance orbitale. Je veux en savoir plus sur ces humains qui s'organisent contre nous. Alors que Vex se retournait vers l'écran, il ressentit quelque chose d'inconnu, un doute. En 3 siècles de service militaire, il n'avait jamais rencontré un ennemi comme celui-ci. Pas les humains eux-mêmes, mais le monde qu'ils appelaient leur foyer. Pour la première fois, il se demanda si l'Empire avait enfin trouvé une planète qu'il ne pouvait conquérir. L'aube se levait sur la chaîne de montagnes d'Anera, peignant les sommets enneigés d'or et de rangées. Oshi Tanaka ajusta son équipement d'escalade léger tout en observant le terrain à travers des jumelles puissantes. À 6 kilomètres de là, un avant-poste de recherche Valkyrie, perché sur une corniche à 4200 mètres d'altitude, suffisamment haut pour mettre les extraterrestres à rude épreuve, mais toujours dans leurs paramètres opérationnels. Hiroshi baissa ses jumelles et se tourna vers son équipe de 8 alpinistes. Ils ont établi une station de surveillance pour étudier nos mouvements en haute altitude. 3 gardes, 2 scientifiques, un minimum d'armes. Lakpa, Son Sherpa et commandant en second, hocha la tête en direction du pic lointain. Ils ont mal choisi. Une tempête approchait de l'ouest. Ils ne comprennent pas nos montagnes, dit Oshi. C'est notre avantage, acquiesça Hiroshi. L'équipe commença son approche, se déplaçant avec aisance sur un terrain qui aurait mis à rude épreuve même des alpinistes expérimentés. Pour Hiroshi, qui avait gravi l'Everest 5 fois, c'était une simple randonnée matinale. 3 heures plus tard, ils atteignirent leur position au-dessus de l'avant-poste extraterrestre. Le temps s'était détérioré exactement comme Loka l'avait prédit. La visibilité était tombée à quelques mètres et la température avait chuté. Des conditions parfaites, Hiroshi tapota son appareil de communication. Équipe en position, opération commence. Les alpinistes se dispersèrent, chacun suivant le vecteur d'approche qui lui avait été assigné. Hiroshi observa à travers une lunette thermique les extraterrestres à l'intérieur de l'avant-poste qui commençaient à montrer des signes de détresse. Leurs mouvements ralentirent à mesure que la pression atmosphérique baissait avec l'arrivée de la tempête. Hiroshi fit signe à Lakpa.
L'équipe activa alors de petits appareils développés par la résistance. Cette technologie simple modifiait la pression barométrique locale juste assez pour simuler de conditions équivalentes à une altitude de 1000 mètres. Combinée à la tempête naturelle, elle créait un microclimato extraterrestre. Les appareils, appelés générateurs de différence de pression atmosphérique, APG, utilisaient un réseau d'oscillateurs électriques miniaturisés qui créaient des ondes stationnaires soigneusement calibrées dans les molécules d'air environnantes, en générant des vortex à l'échelle nanométrique à des fréquences précisément réglées. Les APG pouvaient manipuler densité de l'air localisée sans nécessité d'apport énergétique massif. Cela exploitait une vulnérabilité critique de la physiologie des Keltori. Leur système respiratoire avait évolué pour des plages de pression partielle de gaz spécifiques et ne disposaient pas des mécanismes d'adaptation que les humains avaient développés au cours de l'évolution à différentes altitudes. La chute soudaine de pression perturba le système de transport de l'oxygène à base d'hémocyanine des extraterrestres, provoquant des réactions hypoxiques similaires au mal aigu des montagnes, mais amplifiées par leur masse corporelle plus importante et leurs besoins métaboliques plus élevés. Les combattants de la résistance humaine acclimatés aux divers environnements terrestres pouvaient fonctionner efficacement, tandis que leurs adversaires extraterrestres souffraient d'une désorientation débilitante et de détresse respiratoire en quelques minutes. Les alarmes retentirent dans l'avant-poste. Hoshi regarda les gardes Valkyrie titubant, leur système respiratoire défaillant dans l'air raréfié. Les scientifiques ajustèrent frénétiquement leur équipement, mais leurs mouvements devinrent désordonnés. Les alpinistes avancèrent, silencieusement, entrant par les points d'accès identifiés lors de précédentes missions de reconnaissance. Aucun coup de feu ne fut tiré lorsqu'ils sécurisèrent les lieux. Les 5 extraterrestres gisaient inconscients, leur corps incapable de traiter l'oxygène limité. Hiroshi examina l'équipement de surveillance des extraterrestres télécharge tout ce dont nous avons besoin pour savoir ce qu'ils ont appris sur nos capacités en haute altitude. Pendant que son équipe travaillait, Hiroshi étudia l'un des Valkyries, inconscient. Le système respiratoire amélioré de l'extraterrestre émettait des sifflements tandis qu'il luttait pour fonctionner. Le guerrier d'élite Krav traversa la zone de détention en examinant l'échumène capturé lors de la dernière opération. 12 spécimens provenant de diverses régions, des habitants du désert, des montagnards, des habitants de l'Arctique et des tribus de la jungle. Chacun représentait des adaptations à des environnements qui s'étaient avérés mortels pour les guerriers Valkyrie. Le bio-ingénieur Miro le suivait en enregistrant ses observations. Les premiers scans biologiques montraient des similitudes remarquables malgré leurs différences environnementales. Certains aspects physiologiques de base étaient communs, mais chacun présentait d'adaptations spécifiques à sa région d'origine. Les KV s'arrêtèrent devant une cellule contenant un humain âgé originaire des régions arctiques. Celui-ci semble faible. Comment survit-il dans des conditions glaciales? C'est ce qui les rend fascinants, répondit Miro. Leur capacité d'adaptation n'est pas toujours visible. Le corps de cet humain contient des niveaux plus élevés de protéines spécifiques qui empêchent le gel cellulaire. Son métabolisme augmente dans des conditions froides, générant de la chaleur interne. Ils passèrent à la cellule suivante contenant une femme originaire de la région jungle équatoriale. Et celle-ci, comment tolère-t-elle l'humidité et la chaleur? Des glandes sudoripares efficaces et des vaisseaux sanguins qui se dilatent près de la surface de la peau pour libérer la chaleur, expliqua Méo. Des solutions biologiques simples dont nos guerriers sont dépourvus, mais ces adaptations seules ne suffisent pas, mit en garde Miro en examinant les données biométriques. Les variations biologiques entre les groupes de population sont en fait assez mineures par rapport à d'autres espèces que nous avons rencontrées. Les humains ont évolué pour les environnements de savane. Leurs principales adaptations évolutives favorisent la dissipation de la chaleurette, non la résistance au froid. Krav pencha la tête d'un air interrogateur. Pourtant, ils occupent toute la planète, du désert à la toundra, parce qu'ils compensent grâce à la technologie et à leurs connaissances culturelles, souligna Miroen, montrant des images d'humains vêtus de fourrures épaisses et de vêtements modernes isolants.
Leurs populations arctiques survivent grâce à des comportements acquis, à des structures sociales coopératives et à l'utilisation d'outils SET, pas seulement à leur adaptation biologique. Leurs caractéristiques biologiques limitées sont amplifiées par l'utilisation intelligente de ressources externes. C'est cette combinaison qui les rend si remarquablement adaptables en tant qu'espèce. Krav grogna de frustration. Pouvons-nous reproduire certaines de ces adaptations? Pas rapidement, admit Miro. Ces traits ont évolué pendant des milliers d'années. Nous pourrions concevoir des capacités similaires, mais cela nécessiterait une modification importante des augmentations existantes de nos guerriers. Combien de temps? Des mois au minimum, peut-être des années pour une tolérance environnementale totale. KV frappa le mur avec son poing blindé. Inacceptable. Le commandant en chef attend des résultats dans les jours qui viennent. Les 4 yeux de Miro clignèrent, simultanément. La biologie ne peut être précipitée, guerrier d'élite. Même notre technologie avancée a ses limites. Alors trouvez une autre solution, exigea CRA. Adapter notre équipement, développer de meilleures combinaisons environnementales, créer des microclimats artificiels autour de nos guerriers. Peu m'importe comment, rendez-nous capables de combattre n'importe où dans ce monde. J'aurai besoin de ressources supplémentaires, ajouta Méo. Et de l'autorisation d'expérimenter des prototypes. Vous l'avez, répondit Krav, répondit l'Empire. Ne sera pas vaincu par le temps, alors que Krav s'éloignait d'un pas rageur, Miro reprit l'examen des prisonniers humains. Il y avait quelque chose de brillant dans leur biologie moins spécialisée que la physiologie Vécard, mais incroyablement polyvalente. Il s'arrêta devant la cellule d'un alpiniste humain capturé dans l'Himalaya. L'humain était assis en parfaite méditation, sa respiration lente et contrôlée, malgré l'atmosphère modifiée que Méo avait introduite dans la chambre. « Votre peuple ne meurt pas sur nos montagnes, » dit-il d'une voix calme et... Mesuré Méo cligna des yeux, surpris. « Vous parlez notre langue? Je suis ici depuis plusieurs années maintenant et je suis devenu un très bon auditeur. » répondit l'humain en touchant le tissu safran délavé à son col. « Dans mon monastère, nous apprenons vite, comme la plupart des miens. Comment survivez-vous à haute altitude? Votre apport en oxygène est minimal. Pourtant, vos fonctions cellulaires restent optimales. » L'humain sourit faiblement, ses yeux reflétant la patience disciplinée de ceux qui sont habitués à la méditation. « Mon peuple vit dans les montagnes depuis 1000 générations. Nos scores ont fait de l'air raréfier leur habitat naturel, mais comment Miro insista. Quel mécanisme biologique permet cela? Vous cherchez des solutions technologiques, ça, des problèmes biologiques, dit l'humain en joignant les mains dans une autre position cérémonielle. C'est pourquoi vous s'échouez. Suni Santos se tenait devant l'écran tactique mural du quartier général de la résistance suisse, suivant d'un œil attentif les mouvements des extraterrestres. Des représentants de 16 nations observaient, tandis qu'elle mettait en évidence les récents déploiements des Valkyries. Elle désigna un groupe de marqueurs rouges. Ils ont établi leur centre de commandement principal ici, dans la zone tempérée d'Europe centrale, et des bases secondaires dans des régions au climat similaire en Amérique du Nord et en Asie. Ils évitent les conditions environnementales extrêmes et tentent d'établir leur contrôle sur des régions tempérées. L'IA général se pencha, en avant. Une réponse militaire conventionnelle est toujours déconseillée, répondit Suni. Leur technologie militaire est plusieurs générations en avance sur la nôtre. Les affrontements directs entraînent de lourdes pertes. Nous devons donc poursuivre la guerre environnementale, conclut le représentant russe. Suni acquiesça. Cela fonctionne. Leurs pertes dues à des facteurs environnementaux sont 20 fois supérieures à celles causées par les combats. Ils ne peuvent pas fonctionner efficacement dans nos déserts, nos montagnes, nos régions tropicales ou polaires. Le docteur Elijah Frost la rejoignit devant l'écran. Il développe des contre-mesures. Nos images satellites montrent que de nouveaux équipements sont déployés dans leurs bases avancées, une technologie de contre-mesures atmosphériques portables, améliorée portable, une technologie de traitement atmosphérique contre évolution, dit Suni,
Voyons voir qui l'emportera. Elle sortit de nouvelles superpositions tactiques. Je propose d'étendre nos opérations. Nous sommes devenus réactifs en observant leurs patrouilles échouer dans des environnements extrêmes. Nous devons maintenant devenir proactifs et les attirer délibérément dans des conditions qu'ils ne peuvent pas gérer. Le représentant australien semblait sceptique quant à la manière dont ils avaient appris à éviter nos régions les plus hostiles. Les yeux de Son brillèrent par EXP en exploitant les paramètres de leur mission. Ils sont venus pour les ressources de la Terre et pour établir leur contrôle sur les centres de population. Nous rendons ces objectifs impossibles à atteindre sans entrer dans des zones environnementales dangereuses, a-t-elle souligné en montrant des zones spécifiques sur la carte. L'équipe de Hoshi a déjà démontré cette approche dans l'Himalaya. Ils ont créé des changements de microclimat artificiels qui ont dépassé les tolérances des Valkyries. Nous pouvons reproduire cela à l'échelle mondiale. Et qu'en est-il de notre propre peuple? A demandé le délégué brésilien. Beaucoup de nos villes se trouvent dans les zones tempérées qu'ils visent pour l'évacuation vers des zones sûres, répondit Suni. Des zones où les conditions environnementales SNUS protègent naturellement. Les Valaris ont revendiqué les régions tempérées. Mais cela laisse de vastes territoires où nous avons l'avantage. Elijah désigna les projections du système météorologique qui approchaient dans l'hémisphère nord. Leurs opérations ralentissaient déjà à mesure que les températures baissaient. Si nous pouvions tenir jusqu'à l'arrivée de l'hiver, ils seraient confrontés à des défis environnementaux dans toute leur zone d'occupation, conclut Suni. Pendant ce temps, nous allons les attirer dans des pièges environnementaux délibérés. La pièce devint silencieuse lorsque les implications devinrent claires. L'humanité avait trouvé une stratégie qui pourrait fonctionner contre son ennemi technologiquement supérieur. Le général Ori redressa ses épaules. « Commandant Santos, vous avez l'autorisation de mettre en œuvre ce plan à l'échelle mondiale. Toutes les nations se coordonneront par l'intermédiaire de votre commandement de guerre environnementale. » Suni acquiesça d'un signe de tête. « Nous commencerons immédiatement. Les extraterrestres sont venus, s'attendant à une conquête facile d'un monde primitif. Au lieu de cela, ils apprendront ce que signifie vraiment être né sur Terre. » La directrice de la guerre, Salia, entra dans la chambre privée du commandant en chef Vex sans s'annoncer, la posture rigide et urgente. « Bonjour, commandant. Nous avons un problème. » Vex leva les yeux de ses écrans tactiques. « Expliquez-moi. » Les humains coordonnent leur résistance à l'échelle mondiale. Salia rapporta que nos réseaux de renseignement avaient détecté des schémas de communication suggérant un commandement centralisé des tactiques environnementales là-bas. Des sauvages. Vex rejetant l'idée. À quel point leurs tactiques peuvent-elles être sophistiquées? Zia projeta une carte. Ils manipulent délibérément les conditions locales pour dépasser nos tolérances environnementales. L'attaque de l'avant-poste de Montagnea utilisait des changements de pression artificiels. Les unités du désert signalent des tempêtes de sable provoquées artificiellement. Les équipes tropicales ont rencontré des niveaux d'humidité artificiellement élevés. Vex étudia la projection avec une inquiétude croissante. Ils utilisent leur connaissance de leur volonté contre nous. Oui, confirma Salia. Ethnos, dernière projection atmosphérique, montre que les changements saisonniers approchent. Environ 70% de nos bases établies subiront des baisses de température dépassant nos paramètres opérationnels actuels. Combien de temps avant ces changements saisonniers? Quelques semaines, répondit Salia. Notre atterrissage initial a malheureusement coïncidé avec la fin dès la période chaude de cet hémisphère. Vex fit les 100 pas dans la salle. L'Empire attend des résultats. 3 flottes de reconnaissance ont déjà été perdues en tentant de conquérir des mondes primitifs dans ce secteur. Si nous échouons également, il y a une autre option, suggéra Sia avec prudence. Nous pourrions nous retirer en orbite et mener un bombardement planétaire, éliminer les centres de population depuis l'espace où les facteurs environnementaux ne nous affectent pas et détruire les ressources que nous sommes venus revendiquer. Vex secoua la tête. L'empereur me ferait décapiter. Non, nous nous adaptons et surmontons nos difficultés.
Nos guerriers continuent de mourir, commandant en chef, non pas dans une bataille glorieuse, mais en haletant ou en cuisant dans leur propre armure. Puis il s'arrêta de faire les 100 pas. Nous changeons d'approche. S'ils veulent jouer avec la manipulation de l'environnement, nous leur montrons que nous la maîtrisons. Déployez les processeurs atmosphériques 7. Commencez les opérations de terraformation. Les yeux de Salia s'écarquillèrent. La terraformation? C'est un protocole de colonisation, pas une stratégie de conquête. Il faudrait des années pour modifier l'atmosphère de cette planète afin qu'elle corresponde aux préférences des Valkyries. Nous n'avons pas besoin de transformer toute la planète, répondit Vex. Établissez seulement des zones contrôlées, où nos forces peuvent fonctionner à leur efficacité maximale. Commencez par nos bases principales et étendez-vous progressivement vers l'extérieur. Les humains résisteront, a averti Salia. Ils semblent particulièrement attachés à l'état naturel de leur monde. Laissez-les, a répondu Vex d'un ton sombre. La guerre environnementale est une arme à double tranchant. S'ils aiment tant les conditions de leur monde, voyons comment ils réagiront lorsque nous les changerons. Alors que Salia partait maître, en œuvre la nouvelle stratégie, Vex retourna aux écrans tactiques. Ce monde s'était révélé étonnamment difficile, mais l'Empire Valkyrie avait conquis des centaines de planètes à travers 3 galaxies. La Terre ne ferait pas exception. Un petit doute persistait dans son esprit. La capacité des humains à prospérer dans des conditions qui avaient tué ces guerriers d'élite témoignait d'un avantage évolutif que même une technologie avancée avait du mal à contrer. Amaraka était accroupi au bord de la dune, les yeux fixés sur l'énorme installation Valkyrie qui était apparue pendant la nuit dans le Sahara. Contrairement aux structures étrangères précédentes, structures extraterrestres précédentes, celle-ci bourdonnait d'activité, émettant un champ bleu pâle qui s'étendait sur plusieurs kilomètres dans toutes les directions. À travers sa lunette thermique, on pouvait voir la différence de température à l'intérieur du champ. Les conditions avaient radicalement changé. La chaleur étouffante du désert avait été remplacée par un climat tempéré, plus adapté à la physiologie des extraterrestres. Elle redescendit la dune jusqu'à l'endroit où son équipe l'attendait. Ils avaient créé un environnement artificiel de bulles dont la température intérieure était d'environ 22 degrés, l'humidité élevée à 30%. Tark fronça les sourcils. Comment est-ce possible? Ils modifient des poches de notre climat pour les adapter à leur biologie? C'est temporaire, répondit Amara franchement. Elle activa son communicateur satellite. La voix de Sunny résonna clairement. Nous voyons la même chose dans 5 autres endroits du globe. L'Arctique, l'Amazonie, l'Outback australien, la Sibérie et la région de la mousson indienne. Ils établissent des avant-postes climatisés dans nos environnements les plus extrêmes. Nous avons examiné les images satellites et pouvons voir qu'ils ont mis en place cette technologie au cours des dernières 24 heures. Les dispositifs utilisés par les installations Valkyrie fonctionnent comme des systèmes avancés de régulation climatique utilisant des réseaux d'échangeurs thermiques pour extraire activement la chaleur des environnements désertiques ou ajouter de la chaleur aux régions arctiques. Chaque processeur contient des tours de filtration atmosphérique qui ajustent la densité d'oxygène et l'humidité grâce à une technologie de séparation moléculaire sélective. Une analyse infrarouge a révélé l'existence de réseaux de tubes souterrains qui extraient des minéraux spécifiques du sol afin de catalyser ces ajustements atmosphériques, créant ainsi des zones de pression atmosphérique stables grâce à une série de générateurs de force compensatrice. Les processeurs établissaient une température précise de 22 degrés avec 35% d'humidité et une pression normale sur Terre, mais modifiaient la composition des gaz affines de mieux répondre aux besoins respiratoires des Valkyries. En gros, ils transplantaient des biosphères de leur monde d'origine à la surface de la Terre. Ils peuvent transformer la planète entière? Demanda Amar. Pas rapidement, répondit Sunny. Mais ces avant-postes leur donnent un pied dans des régions où ils ne pouvaient pas fonctionner auparavant. Nous devons réagir. Amara étudia l'installation extraterrestre que son équipe pouvait approcher sous le couvert de la nuit.
La différence de température créerait du brouillardat à la frontière, parfait pour se dissimuler. Négatif, ordonna Sunni. Ces dispositifs sont lourdement gardés et les Valkyries ont modifié leur tactique. Il s'agit d'une situation mondiale coordonnée qui nécessite une réponse coordonnée. Quel est le plan? Restez en attente pour l'extraction. Tous les chefs d'équipe environnementales se dirigent vers le quartier général suisse. Nous devons élaborer des contre-mesures ensemble. Amara raccrocha et se tourna vers son équipe. Renfort, nous sommes réaffectés. Tar jeta un coup d'œil à l'installation extraterrestre. On va juste les laisser ici? Changer notre désert? Non, répondit Amara, le regard dur. Nous allons apprendre à le changer. Le docteur Elijah Frost examina les données qui défilaient sur sa tablette, son expression s'assombrissant à chaque fois qu'il faisait défiler les informations. Autour de la table de conférence étaient assis les autres spécialistes de l'environnement, Amara, des régions désertiques, Hiroshi, des montagnes, et des représentants des écosystèmes tropicaux, océaniques et tempérés, tous réunis par la menace croissante des Valaries. Sunni se tenait à la tête de la table. L'analyse le confirme. Il déploie des processus atmosphériques pour créer des environnements localisés correspondant à leur monde d'origine. Chaque processeur crée une zone habitable d'environ 5 km de diamètre. Oshi étudia les schémas, techniques obtenues par les hackers de la résistance. Les processeurs consomment énormément d'énergie. Ils ne peuvent pas maintenir ces zones indéfiniment sans mettre en place une infrastructure énergétique permanente, ce qui nous offre une opportunité, fit remarquer Sunni. Si nous parvenons à perturber leur production d'énergie, leurs bulles environnementales s'effondreront, les exposant à nouveau aux conditions terrestres. Amara se pencha en avant. Mon équipe a observé leur installation au Sahara. La frontière entre environnement modifié et naturel crée des phénomènes météorologiques intenses, brouillard, cisaillement du vent et même des tempêtes localisées. Nous pourrions utiliser ces effets de frontière contre eux. Le même principe pourrait fonctionner dans toutes les zones environnementales où les conditions artificielles et naturelles se rencontrent, provoquant le chaos et rendant les conditions météorologiques imprévisibles. Sunni acquiesça. C'est notre vecteur. Nous ciblions les frontières de leur zone contrôlée et utilisions le chaos météorologique qui en résultait à notre avantage, puis nous frappions les infrastructures énergétiques. Il s'y attendait, avertit Hiroshi, les processus seront lourdement défendus. C'est pourquoi nous frapperons toutes les installations simultanément, répondit Sunni. Une coordination mondiale parfaitement synchronisée, ils ne peuvent pas tout renforcer en même temps. Elle afficha une carte du monde indiquant l'emplacement de tous les processeurs atmosphériques Valkyrie identifiés. Chaque équipe sera chargée de désactiver le processeur dans son environnement d'origine. Vous connaissez le terrain, comprenez? Les conditions locales, vous êtes les mieux placés pour exploiter les effets météorologiques qui en résulteront. Et le centre de commandement Valkyrie, demanda Elijah, même si nous désactivons leur processus périphérique, leur base, principale in Europe, dispose du plus grand système de contrôle environnemental. C'est ma cible, dit Sunni. Pendant que vos équipes désactivent les processus à distance, une force de frappe pénétrera dans le centre de commandement européen. Le silence s'installa dans la pièce, alors quelle ampleur de l'opération faisait son effet. Amara rompit le silence. « Quand commençons-nous » ? 48 heures, répondit Sunni. Le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, lorsque les conditions naturelles sont les plus extrêmes. Nous montrerons aux Valkyries ce qui arrive quand on essaie de changer un monde qui ne veut pas être changé, observa le bio-ingénieur Miro, tandis que le guerrier d'élite Kra testait la nouvelle combinaison de combat environnemental. Le guerrier parcourut le parcours d'entraînement à une vitesse impressionnante, sa force accrue n'étant que légèrement affectée par l'équipement de protection encombrant. Crave termina le parcours et retira son casque, sa peau cramoisie brillant de sueur. Le mobile est acceptable. Comment se comporte-t-il dans des conditions extrêmes? La combinaison peut maintenir les Valkyries dans des conditions optimales pendant environ 6 heures dans la chaleur du désert ou le froid de l'Arctique, expliqua Meo. Les systèmes respiratoires assurent une oxygénation adéquate jusqu'à 5000 mètres d'altitude.
C'est notre meilleure solution compte tenu des contraintes de temps. En termes de production, nous pouvons s'équiper environ 30% de nos forces terrestres restantes au cours du prochain cycle planétaire, répondit Miro. Un déploiement complet nécessiterait des ressources supplémentaires de la flotte. Acquiesça. Crave. Commencer immédiatement la production. Priorité aux unités d'assaut assignées aux cibles de la résistance humaine. Qu'en est-il des processus atmosphériques? Demanda Miro. Ils offrent une solution plus permanente, mais ils sont vulnérables jusqu'à ce qu'ils soient pleinement établis, expliqua Crave. Les humains ont déjà sondé les défenses de l'installation. Désertique. Nous devons les protéger jusqu'à ce que la terraformation devienne autonome. Miro hésita. Guerrier d'élite, il y a autre chose. Le prisonnier humain des montagnes nous a fourni des informations inattendues. Il suggère que notre approche est peut-être erronée. Les yeux de K se plissèrent. Expliquez-lui. Il affirme que même si nous parvenons à établir des zones de contrôle environnemental, les humains s'adapteront simplement. Ils sont tout à fait capables de s'adapter de manière responsable à des conditions changeantes, une capacité qui fait défaut à nos guerriers. Ce sont des êtres primitifs, CRA rejetant leur argument. Leur adaptation prend des générations, alors que notre technologie peut transformer leur monde en quelques mois. Avec tout le respect que je vous dois, leurs archives historiques indiquent le contraire. Miro répliqua que les humains avaient déjà survécu à des changements climatiques rapides, il n'y avait donc aucune raison que cela ne se reproduise pas. Kaveh s'approcha, dominant le petit Valkyrie. Suggérez-vous que nous ne pouvons pas gagner cette guerre, même dans des conditions météorologiques normales? Je suggère simplement que notre stratégie tienne compte de la flexibilité des humains. Miro répondit prudemment. Il existe peut-être d'autres approches alternatives. Vos préoccupations sont notées, dit Crave froidement. Continuez la production des combinaisons comme ordonné. Alors que Crave s'éloignait, Miro retourna dans son laboratoire où l'Human Mountaineer attendait dans sa chambre hermétique. Miro ajusta les contrôles atmosphériques. Vos observations sur la flexibilité des humains ont été instructives, dit Mountaineer, assis en tailleur sur le sol, respirant calmement malgré l'air raréfié que Miro avait introduit. Pourtant, vos dirigeants les ignorent. Peut-être que vos guerriers ne sont pas des scientifiques. Oh, répondit Miro, répondit-il. Ils font confiance aux solutions technologiques. La technologie échoue, dit simplement le montagnard. La biologie perdure. Méo étudia l'humain avec une curiosité sincère. Vous auriez pu me cacher cette information. Pourquoi m'aider à comprendre les avantages de votre espèce? Le montagnard ouvrit les yeux. Les paramètres environnementaux opérationnels du commandant en chef dans les zones contrôlées se rapprochent de la norme valarienne éthène dehors des zones. Les pertes continuent. Saria a admis que les nouvelles combinaisons environnementales aident, mais qu'il s'agit au mieux de mesures temporaires. Nous avons besoin que le réseau de processeurs soit pleinement opérationnel. Vex contemplait le paysage extraterrestre au-delà du champ environnemental. La beauté naturelle de la Terre ne l'attirait pas, ses écosystèmes diversifiés ne représentaient que des défis à surmonter, des conditions hostiles à la physiologie valarienne. Les humains préparent quelque chose, dit-il. Nos réseaux de renseignement ont détecté une augmentation des communications et des mouvements parmi leurs groupes de résistance. Ils vont cibler les processeurs, conclut Salia. C'est leur décision logique. Renforcer toutes les installations de processeurs, ordonna Vex. Doubler les rotations des godes rotation et déployer les nouvelles combinaisons environnementales pour sécuriser le périmètre. Salut, commandant. Nos forces sont déjà très dispersées. Nous avons perdu près de 40% de notre force d'atterrissage à cause de l'environnement et de la résistance humaine. Protéger tous les processeurs simultanément rendra notre commandement central vulnérable. Vex se tourna vers elle. Les processus sont notre avenir sur cette planète. Sans eux, nous ne pourrons pas maintenir notre présence assez longtemps pour mener à bien la conquête. Protégez-les à tout prix, Etsi les humains. Attaque ici. Utilisez tous les moyens à votre disposition pour protéger les processeurs. Vex donna l'ordre tandis qu'il parlait. Des signaux d'alerte clignotèrent sur les consoles de commande. Un officier des communications se tourna vers eux. « Bonjour, commandant.
Nous détectons des phénomènes météorologiques inhabituels, aux limites de toutes les zones de processeurs. Différence de température extrême, changement de pression atmosphérique, décharges électriques, Vex se dirigea vers l'écran central. Phénomène naturel négatif, répondit l'officier. Le schéma suggère une manipulation délibérée. Les humains semblent utiliser leurs propres limites environnementales contre nous. Ça commence, murmura Vex. Alertez tous les avant-postes, les humains passent à l'action. Il se tourna vers Salia. Déployez toutes les forces prêtes au combat. Je veux que ces processus soient protégés en priorité, avant tout. Ce monde ne nous rejeté d'une manière ou d'une autre. La Terre deviendra compatible avec la vie sur Volari ou cessera d'être habitable, alors que l'alarme retentissait dans toute la base. Vex regarda une fois de plus le monde étranger au-delà de la barrière environnementale. Au cours de ces siècles de service militaire, il n'avait jamais rencontré une planète qui ripostait à la conquête avec une résistance environnementale aussi féroce ou des autochtones aussi parfaitement adaptés à leur monde s'il pouvait utiliser sa nature, même comme une arme. Pour la première fois, il comprit que les Varkari ne se battèrent pas seulement contre les humains, mais contre la Terre elle-même. Le solstice d'hiver apporta une neige aveuglante sur les Alpes, alors que l'équipe d'intervention Sunni s'approchait du centre de commandement Valkyrie. La frontière entre l'environnement naturel de la Terre et l'atmosphère artificielle des extraterrestres créait une tempête parfaite. La visibilité réduite à quelques mètres, des éclairs craquant entre les nuages le sol, le vent hurlant comme une créature vivante. Sunni vérifia son écran tactique. Toutes les équipes étaient en position. Elle donna l'ordre de lancer l'opération mondiale à son signal. À travers la planète, les spécialistes de l'environnement menèrent leurs équipes vers les processeurs Varkari dans le Sahara. Amara utilisa les tempêtes de sable qui se formaient à la limite de l'habitat en Antarctique. L'équipe d'Elijah progressa dans des conditions de visibilité nulles. Les extraterrestres ne pouvaient pas s'orienter au Népal. Les descendaient dans le vide, laissant les Valkyries à bout de souffle. Sunni leva la main. 3, 2, 1, exécuté. Des attaques simultanées éclatèrent dans le monde entier. Incapables de renforcer tous les sites à la fois, les Valkyries virent leur défense submergée par des humains parfaitement adaptés aux conditions qui tuaient les guerriers extraterrestres saines quelques minutes d'exposition. Au centre de commandement, le commandant en chef, Vex reçut des rapports faisant état de panne de processeurs à travers le monde. Impossible. Comment pouvaient-ils coordonner leurs attaques dans de telles conditions? La directrice des opérations militaires Salia surveillait les données entrantes. Ils utilisent les tempêtes frontalières comme couverture. Nos guerriers ne peuvent pas fonctionner dans ces conditions météorologiques extrêmes. Déployez toutes les réserves. Vex a ordonné que les processeurs soient protégés à l'extérieur. L'équipe de Sunni a franchi le défense périphérique en utilisant le chaos météorologique comme couverture. Ils se sont déplacés à travers les failles du réseau de capteurs extraterrestres en exploitant l'angle mort créé par l'interface environnementale. Le guerrier d'élite Crave a mené une contre-attaque. Ses fusils à particules avancées scannaient les cibles tandis que les plaques d'armure réactives se déplaçaient sur son exosquelette. Trouvez les humains! Leurs armes à projectiles primitives ne peuvent pas pénétrer nos champs défensifs. Mais l'équipe de Sun s'était préparée à cela. Chaque membre portait des armes modifiées par l'équipe d'ingénieurs d'Elijah. Hussein, armes à feu conventionnelles s'étaient désormais améliorées avec des composants récupérés sur les vaisseaux Varkari qui s'étaient écrasés. Les faibles saletés, en perturbant leurs sites d'atterrissage initiaux, avaient donné aux scientifiques humains un temps précieux pour comprendre, contrer et réussir à inverser la technologie extraterrestre ciblée par les impulsions électromagnétiques. Prêt, murmura Sunni en visant un appareil qui ressemblait à un hybride de conception humaine et Valkyrie. 3, 2, 1. L'impulsion désactiva momentanément les générateurs de boucliers extraterrestres, permettant à l'équipe de Sun de tirer des balles conventionnelles à travers l'armure soudainement vulnérable. Alors que les guerriers CV tombaient, Sunni planta des charges sur le noyau central. 2 minutes avant l'explosion,
Repliez-vous vers le point d'extraction à l'autre bout de la planète. Des scènes similaires se déroulèrent. Les avantages technologiques des Valkyries ont été neutralisés lorsque les équipes humaines ont déployé des contre-mesures issues de la rétro-ingénierie exploitant les faiblesses découvertes grâce à une étude minutieuse du matériel capturé et submergeant les défenses extraterrestres avec d'adaptations auxquelles il ne s'attendait pas dans son laboratoire. Le bio-ingénieur Miro observait le chaos dérouler sur les écrans de surveillance à côté de lui. Le mountaineer humain était assis en méditation. Méo se tourna vers lui. « Votre peuple est en train de gagner, pas mon peuple. » Répondit le mountaineer. « La Terre est en train de gagner alors que le processeur central explosait. L'atmosphère artificielle commença à se dissiper. Les guerriers Valkyries s'effondrèrent alors que les conditions naturelles de la Terre revenaient, l'air froid et raréfié de la montagne submergeant leur système respiratoire. Valtite, l'évacuation d'urgence était difficile. J'ai revérifié les ordres de mes supérieurs. Presque tous nos processeurs ont été détruits et trop de vies ont été perdues en essayant de les défendre. Limitons le nombre de morts maintenant. Nous n'avons plus rien qui vaille la peine d'être défendu. Toutes les forces retournent en orbite. Sius les a aidés à se diriger vers la sortie. Commandant, êtes-vous sûr? Je pensais que vous aviez dit que ce monde nous avait vaincus. Vex l'a interrompu. Je ne vais pas être connu pour avoir laissé mourir plus des miens au nom de la défense de quelque chose que l'ennemi a pratiquement déjà anéanti. Alors que les vaisseaux Valkyries s'élevaient de la surface de la Terre, Sunny se tenait sur une crête alpine et les regardait partir. La planète s'était protégée grâce au corps et à l'esprit de ses enfants natifs. La Terre resterait la Terre, diverse, extrême, magnifique et mortelle pour ceux qui ne pouvaient s'adapter à ses exigences. 3 mois après la retraite des bas, Valkyrie, Sunny Santos se tenait sur le pont de sa cabine Undan, regardant le soleil lever et peindre les montagnes d'or. Les vaisseaux extraterrestres s'avaient disparu au-delà du système solaire, laissant derrière eux des bases abandonnées et de la technologie éparpillée. Son téléphone satellite vibra. Elijah appelait depuis sa station en Antarctique. L'équipe de nettoyage signalait que le processus de fragmentation a été achevé. Tous les fragments ont été retirés du cercle arctique. Y a-t-il des effets environnementaux persistants? Demanda Sunny. Rien de permanent, répondit Elijah. Les systèmes naturels de la Terre sont remarquablement résilients. Les perturbations atmosphériques se sont déjà stabilisées. Sunny sourit. Bien. Et les 53 survivants capturés, tous souffrant de troubles liés au stress environnemental, ont-ils été secourus? Elijah rapporta que l'équipe scientifique avait mis en place des habitats adaptés pour eux dans les installations suisses. Plus tard dans la journée, Sunny se rendit au centre de confinement où le bio-ingénieur Miro avait établi un programme d'échange de recherche avec des scientifiques humains. L'extraterrestre semblait plus le centre de confinement où le bio-ingénieur Miro avait mis en place un programme d'échange scientifique avec des chercheurs humains. L'extraterrestre semblait plus petit sans son équipement, sa peau bleu-noir ternie par des mois passés dans l'atmosphère terrestre, contrairement à ses frères militaristes. Méo avait reconnu le potentiel de l'humanité lors de ses premières études sur les spécimens capturés, voyant en eux non pas des sujets d'étude, mais des êtres égaux dotés d'une extraordinaire capacité d'adaptation. Le tournant décisif avait eu lieu lorsqu'il avait été témoin de la décision de ses propres dirigeants d'exterminer plutôt que de comprendre une espèce qui remettait en question l'ensemble de leur système de classification, une violation des principes scientifiques qui avaient guidé le travail de toute sa vie. Face à la perspective de participer à ce qu'il considérait comme un acte de destruction biologique inadmissible, Méo avait fait son choix. Il avait transmis des données de recherche cruciales aux combattants de la résistance humaine et avait fait défection pendant le chaos qui régnait dans un centre de recherche compromis. Son expertise servait désormais à protéger l'espèce même qu'il avait autrefois été chargé d'aider à asservir. Miro reconnut son arrivée. « Commandant Santos, vos scientifiques apprennent vite.
Tout comme vous, répondit Suni. Vos stabilisateurs atmosphériques ont aidé votre peuple à survivre ici, mais ce ne sont que des mesures temporaires, admit Miro. Un véritable ajustement nécessite des changements biologiques que notre espèce ne peut pas réaliser rapidement. Mais vous choisissez d'Erester pour apprendre, expliqua Miro en montrant le matériel de recherche. La relation de votre espèce avec cette planète offre des perspectives que l'Empire n'a jamais envisagées, à l'ajustement plutôt qu'à la conquête. J'aime mieux cette idée. Dans une autre salle, le directeur de la guerre Salia rencontrait vos représentants. Contrairement aux scientifiques, les chefs militaires valkyriavaient initialement refusé de coopérer, mais face à un exil permanent sur un monde incompatible, le pragmatisme l'emporte. Suni se joignit à leur discussion alors que Salia leur montrait des cartes stellaires. 3 autres empires bordent votre système solaire et tous finiront par détecter la Terre. Tous possèdent une technologie similaire à la nôtre vous-nous. Mettez en garde, réalisa Suni. Vos tactiques environnementales ont réussi contre nos forces, dit S. D'autres pourraient développer des contre-mesures. Pourquoi nous aider? Demanda un délégué de l'ONU. Les 4 yeux de Salia clignèrent à l'unisson. Parce que j'ai appris à respecter ce monde et ses défenseurs. 1 mois plus tard, Amaracone guida Méo à travers les dunes du Sahara à l'aube. L'extraterrestre portait une combinaison environnementale modifiée qui lui permettait de s'exposer brièvement aux conditions terrestres. Miro étudia le paysage désertique, beau à sa manière, rude mais grouillant de vie. Chaque environnement affaçonne ses propres enfants. Amar répondit. Peut-être qu'un jour, votre peuple comprendra que l'Empire ne le fera jamais. Méo dit. Mais ceux d'entre nous qui sont coincés ici pourraient donner le temps nécessaire. Alors que le soleil se levait plus haut et réchauffait le sable, Miro se retira dans son habitat protégé. Les Valaris ne seraient jamais vraiment chez eux sur Terre, mais ils avaient commencé à apprécier le monde qui avait vaincu leurs guerriers les plus élitistes, non pas grâce à une puissance de feu supérieure, mais grâce à la force tranquille d'une harmonie évolutive avec une planète diversifiée et dynamique. La Terre resterait un monde fortifié, défendu non pas par des armes, mais par sa nature même.